Bonjour à tous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier tous ceux qui ont rendu l'étude possible. Donc, ça, c'est une presse à injection plastique horizontale. En gros, comment ça fonctionne? Il y a l'unité d'injection ici qui vient injecter du plastique en fusion dans le moule. Et une fois que le plastique il est refroidi dans le moule, eh bien, les pièces sont formées et le moule s'ouvre et permet d'évacuer les pièces. Donc, pour que vous compreniez mieux de ce dont je parle, je vais vous présenter une petite vidéo. Donc, ici, on peut voir le moule produire des pièces en plastique. Et les pièces, au final, sont versées dans un bac à l'aide d'une suite de convoyeurs, qui sont les équipements périphériques. On peut voir également la zone du moule, donc constituée de la partie mobile et de la partie fixe du moule. Et on voit bien le mouvement de fermeture. Donc, lors des changements de moule pour débuter de nouvelles productions, l'opérateur doit se positionner vraiment dans cette zone de fermeture du moule et donc il est exposé à un risque d'écrasement d'une partie corporelle. Donc, maintenant, les équipements périphériques, comme on a vu tout à l'heure, on peut avoir des convoyeurs pour transporter les pièces. On peut également avoir des équipements de levage. Là, c'est un pont roulant pour permettre de porter le moule, pour faciliter la manutention du moule lors des changements de moule. Il y a aussi les robots. Donc, quand ce n'est pas un convoyeur qui permet de récupérer les pièces, c'est le robot qui le fait. Donc, l'étude en question, elle fait suite à un rapport de recherche de l'IASST dans lequel on présentait une démarche concrète d'analyse du risque sur des presses à injection plastique. Et dans ce rapport également, on analysait et commentait, les chercheurs analysaient et commentaient les moyens de réduction de risque. Mais en ayant discuté avec le comité de suivi, on a réalisé que les risques rajoutés par les équipements périphériques sont peu connus du milieu, donc ça serait bien de mener une recherche là-dessus. Donc, d'où la raison de l'étude que je vous présente aujourd'hui. Donc, l'objectif général de l'étude, c'était d'analyser les interventions de maintenance et de production dans la zone du moule de presse à injection plastique horizontale qui ont des équipements périphériques. Il y a également 5 objectifs spécifiques, mais je ne vais pas vous les présenter tout de suite, ce sera un peu plus tard. Donc, la méthode qu'on a utilisée était en 5 étapes. D'abord, on a réalisé une revue de littérature afin de se familiariser avec les risques apportés par les équipements périphériques, en plus de ceux de la presse, et aussi s'informer sur les prescriptions normatives réglementaires liées aux moyens de réduction du risque, ce qui nous a permis de bâtir un questionnaire de collecte de données dans lequel on allait vraiment se renseigner sur le terrain, sur les risques présents, les manières utilisées pour réduire ce risque-là et aussi on voulait s'informer de la manière dont les différents équipements périphériques étaient intégrés à la presse. Bien sûr, on a effectué 8 visites où on a rempli le questionnaire. On a rencontré des intégrateurs, des électromécaniciens, des ingénieurs qui nous ont renseigné plus sur le sujet. Après, les données ont été compilées et finalement, on a procédé à la comparaison des moyens de réduction du risque qu'on a vu sur le terrain à ceux qui étaient prescrits dans la littérature pour pouvoir évaluer l'efficacité en termes de réduction de risque. Donc maintenant, je vais vous présenter les résultats selon les objectifs spécifiques qu'on avait fixés. Le premier objectif spécifique, c'était d'identifier les composantes du risque liées à l'ensemble presse équipement périphérique. Donc, on a identifié des risques d'origine ergonomique, par exemple, ceux liés au changement de moule. Donc, il y a des postures contraignantes lors du changement de moule, comme on le voit ici. Il y a des risques d'origine chimique liés à l'émanation de gaz du plastique chauffé, des risques thermiques, donc, comme je vous dis, plastique chauffé, donc il y a risque de brûlure, et des risques électriques dus à des courants de fuite possibles sur le bâti de la machine, des risques mécaniques, comme on a vu tout à l'heure, la zone de coincement dans la zone du moule, d'écrasement, des possibilités d'entraînement au niveau des engrentements du convoyeur. Il y a aussi des risques liés aux équipements de levage, notamment les risques de chute d'objets, dont le moule, suite à un bris de l'équipement de levage, risque de se faire frapper par un robot qui vient récupérer les objets moulés. Donc, tous ces risques ont été compilés dans un tableau de 17 pages. On a présenté les risques sous forme de composantes du risque. On a identifié 66 séries de composantes du risque conformément à la norme ISO 1200 2010. Et aussi, sur le terrain, on a identifié 43 moyens de réduction de risque différents. Pour vous donner une idée, voici le tableau en question. Donc, on a les 4 composants du risque ici.
phénomènes dangereux, situations dangereuses, événements dangereux, dommages possibles, dictés par la norme ISO 1200. Juste pour vous illustrer un peu, là, c'est le cas d'un dommage qui pourrait avoir lieu à cause d'une chute d'objet suite à un bris de l'équipement de levage. Donc, les numéros ici servent vraiment de référence. En gros, lorsqu'on consulte les moyens de réduction du risque présentés dans le rapport, les numéros permettent de dire sur quel composant du risque le moyen de réduction du risque agit. Et donc, tous les risques sont présentés selon les usines qu'on a visitées et aussi selon la tâche qui avait été observée, soit la maintenance, donc M pour maintenance, P pour production. Deuxième objectif spécifique, c'était d'identifier les moyens de réduction de risque utilisés dans les usines. Donc, ces moyens ont été associés aux risques que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc, pour chaque série de composants du risque, on présentait les moyens observés. Par exemple, dans le cas de la chute d'objets liés à un bris d'équipement de levage, comme moyen de réduction de risque, ça serait bien de vérifier les accessoires de levage, porter des chaussures de sécurité, par exemple. Troisième objectif spécifique, c'était de caractériser les méthodes d'intervention des travailleurs pour assurer leur sécurité dans la zone du moule. 3 méthodes principales ont été identifiées. D'abord, il y avait la condamnation des protecteurs et des panneaux de commande avec des cadenas. On n'a pas observé de cadenassage lors des opérations de changement de moule, ni lors des opérations de nettoyage. Par contre, les gens qui ont été interrogés nous ont dit qu'ils appliquaient le cadenassage, en gros, ils cadenassaient les sources d'énergie pour les réparations uniquement. Donc, ça illustre le cadenassage des panneaux de commande, cadenassage du protecteur pour éviter qu'il se referme et ainsi autorise le mouvement du moule. Ensuite, il y avait beaucoup l'utilisation des fonctions de sécurité lorsqu'ils devaient intervenir dans la machine. Vulgairement, fonctions de sécurité, ce sont des commandes disponibles sur la machine pour assurer la sécurité de l'utilisateur. Donc, dans ce cas-ci, il y avait l'opérateur ici que vous voyez qui était allé juste derrière le plateau sur lequel est fixé le moule. Donc, il a signalé sa présence et avant d'intervenir, il a activé l'arrêt d'urgence. Donc, l'arrêt d'urgence, c'est un exemple de fonction de sécurité. Dernière méthode, façon de procéder pour intervenir sur la machine, c'est d'inspecter, donc vérifier le bon fonctionnement des moyens de protection, donc des protecteurs et puis des dispositifs de sécurité en place. Aussi, il vérifiait le bon état des outils de levage. Quatrième et cinquième objectif spécifique consistait à analyser les choix des moyens de réduction de risque de chacune des méthodes que je vous ai présentées tout à l'heure. Ensuite, évaluer la sécurité de ces moyens-là. Donc, dans le cas de la condamnation des panneaux de commande, la raison pour laquelle ils ne cadenassaient pas la machine en tant que telle, ils condamnaient seulement le panneau de commande ou le protecteur, c'est parce qu'ils avaient besoin de l'alimentation électrique pour maintenir le chauffage du plastique, pour éviter qu'il durcisse et après complique la tâche parce qu'il faudra débloquer la machine, bref, procéder à du débourrage. Et donc, ce qui est bien avec cette méthode-là, c'est que ça évite le démarrage par un tiers à l'insu de l'opérateur qui se trouve dans la zone du moule. Par contre, ça n'empêche pas des démarrages intempestifs dû à une défaillance du système de commande. Et puis, concernant le problème de chauffage, en gros, les gens qui ne cadenassent pas les sources d'énergie pour éviter que le plastique durcisse, ce qu'on propose, c'est qu'au lieu d'avoir un sectionneur pour tout le circuit de la machine, et ce qu'on propose, c'est de rajouter des sectionneurs, mais au niveau des actionneurs eux-mêmes. Donc, des sectionneurs qui pourraient être cadenassés et ainsi éviter des mouvements de parties mobiles dans la machine, tout en gardant le chauffage. Ensuite, concernant l'usage des fonctions de sécurité, c'est pour les mêmes raisons que je vous ai dit précédemment que pour la condamnation. En plus, ça leur permettait de toujours rendre disponibles les mouvements du moule sur la machine. Donc, c'était utile surtout lorsqu'ils devaient ajuster le moule, parce que de temps en temps, il faut qu'ils bougent le moule, le plateau, etc. Donc, dans le cas des fonctions de sécurité, ce qu'on avait remarqué, c'est que les équipements périphériques, surtout les ponts roulants et puis les convoyeurs, ils n'étaient pas toujours intégrés au système de commande de la presse. Donc, par exemple, s'il y avait une situation d'urgence, on appuyait sur l'arrêt d'urgence de la presse, ça n'arrêtait pas le convoyeur qui était sous la zone du moule, par exemple.
Donc, il y a un risque de ce côté-là. Et il y a aussi le fait que les fonctions standards, c'est-à-dire les fonctions généralement utilisées pour l'utilisation de la machine, versus les fonctions de sécurité, étaient toutes traitées dans le même bloc de commandes. Tandis que ce qui est prescrit par la littérature, c'est vraiment de séparer ces deux types de fonctions-là dans le but de minimiser les risques d'erreur lors de réparation de circuits. Et aussi, ce qui serait bien, c'est par rapport à l'intégration des équipements périphériques, il serait bien que les préventionnistes fassent des analyses de risque pour vraiment voir si l'intégration d'un équipement périphérique est requis ou pas, et si oui, dans quel mode de fonctionnement de la machine. Donc, dans le but d'aider tous les intégrateurs qui réalisaient les circuits de commande relatifs à la sécurité, on leur a proposé une étude de cas qui permettait au fait de valider leurs fonctions de sécurité qu'ils auraient intégrées, par exemple. Dans notre étude de cas, la fonction de sécurité concernait le protecteur de l'opérateur. En gros, lorsqu'on l'ouvre, il est censé arrêter tout mouvement du moule. Donc, cette étude de cas-là, c'était la première application de la norme ISO 13849-1 2006 à un circuit existant. Donc, c'est une norme de conception de système de commande relatif à la sécurité. En ce qui concerne les retombées de l'étude, il y a l'activité de valorisation qui est en cours pour valoriser les résultats principaux et utiles aux gens du terrain. Il y a aussi le tableau dont je vous ai donné un aperçu tout à l'heure qui se trouve à l'annexe C du rapport. Ce tableau-là, c'est vraiment une aide aux préventionnistes, à tous ceux qui veulent effectuer une analyse du risque, non seulement de leur presse, mais aussi, cette fois-ci, en intégrant les risques liés aux équipements périphériques, selon les tâches de maintenance ou de production. Et finalement, il y a aussi l'aide. Cette étude-là va aider les intégrateurs, les ingénieurs, les électromécaniciens qui doivent valider leur circuit de commande relatif à la sécurité. Donc, ça fait référence à l'étude de cas dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est tout.